Alors, nous allons parler ici des variables avancées, telles que les complexes, telles que les listes, et puis ensuite nous verrons les notions les interactions entre variables et fonctions, et notamment la notion de variable globale et de variable locale, et puis la notion d'argument d'une fonction. Alors, pour la déclaration d'un complexe, c'est assez simple. Vous allez utiliser l'écriture habituelle, à cela près que vous avez la nécessité d'écrire J et non pas I, d'accord? Donc lorsque vous tapez Z, tel que je l'ai fait là, il est bien défini comme un complexe, d'accord? Il faut faire attention si par exemple vous écrivez les choses de manière un peu trop rapide, Z1 égale J par exemple, ça va être refusé, il va falloir taper Z1 égale 1J. Voilà. On peut retrouver la caractéristique particulière qui est que J au carré égale, donc Z1 au carré pour moi, est égal à -1. Donc c'est bien le cas. D'accord? Et puis on a quelque chose d'intéressant, c'est que l'on a accès, vous voyez, je vous ai parlé lors du premier cours de l'intérêt du Python avec les objets. Ici, un complexe est un objet, et on lui a associé tout un tas de fonctions prédéfinies, telles notamment que l'accès à la partie réelle. Voilà. Donc lorsque vous souhaitez accéder à une fonction d'un objet, vous tapez l'objet, point, et on a une liste qui apparaît, et qui vous permet d'afficher les différents résultats associés à cet objet. Ici, on peut également afficher la norme du complexe. Voilà, donc c'est à peu près tout sur les complexes. Concernant les listes, on avait vu sur les chaînes de caractères, par exemple, on avait vu que l'on pouvait définir une chaîne de caractères, on pouvait accéder à un des termes de cette chaîne de caractères, voilà, mais on avait l'impossibilité de le modifier. Et ça constituait une limite. D'accord? Donc par exemple ici, j'ai essayé de modifier une lettre et c'est impossible. Voilà. Donc on va voir un petit peu du coup l'intérêt que présentent les listes. Alors une liste, c'est un enchaînement de variables reliées entre elles dans un même bloc. Donc par exemple la chaîne U, on va la définir entre crochets. Et par exemple, on va taper 1, 2, 3, 4. Voilà, par exemple. Lorsqu'on fait cela, on a une liste qui apparaît ici. Et on voit qu'on a bien les 4 termes. Et puis on voit bien également que de la même manière que pour les chaînes de caractères, l'indice commence à 0. Donc on a exactement les mêmes propriétés qu'on avait sur les chaînes de caractères. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès au nème terme de cette liste en veillant à ce que l'indice commence à 0. Ici, l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2 est bien le chiffre 3. D'accord? On a la possibilité également d'afficher les termes 2 à 4, par exemple. Donc, avec la même particularité que les chaînes de caractères, c'est-à-dire qu'on va afficher, l'indice va s'arrêter à n-1. Ici, on va l'afficher à 2 et 3. C'est-à-dire, le terme 2, c'est celui-là, 0, 1, 2, et le terme 3. Voilà. Ensuite, on peut afficher les termes qui sont après un indice ou avant un indice. Par exemple, on va afficher tous les termes qui sont avant l'indice 3. Par exemple, cela. Voilà. Et puis, on a deux autres fonctions qui sont très utiles. On a la fonction append. Alors à quoi sert la fonction append? Regardez, le problème, c'est le suivant. Lorsque j'utilise une liste, je suis censé connaître sa taille à l'avance. D'accord? Par exemple, si je crée une liste comme cela, une liste vide, évidemment, si après je veux rajouter un terme et que je lui dis que je sais pas moi, V0 même, hein, V0, le premier terme, je veux qu'il soit égal à 4, ça n'est pas possible. Voilà, il faut garder ça à l'esprit, une liste a besoin d'être définie à l'avance avant d'être utilisée. Alors, il y a une petite alternative à cela, c'est qu'on peut utiliser la fonction append. Donc la fonction append, c'est quoi? C'est la possibilité d'utiliser une méthode associée à la liste, méthode, donc comme tout à l'heure pour les complexes. On a la méthode append qui permet de rajouter une valeur, par exemple 45. Pourquoi c'est entre parenthèses? Puisque c'est une fonction.
Et après, voilà, je remplis ma liste au fur et à mesure. Donc voilà une liste qui est, enfin, une propriété pardon, des listes qui est très utile. Une autre propriété qui est utile, c'est le fait d'avoir la longueur de la liste, justement. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez traiter cette liste, vous allez peut-être vouloir faire une opération sur chacun des éléments de la liste. Donc vous avez besoin de connaître la taille de votre liste. Et bien pour ça, vous utilisez la fonction len, len de U. Et donc vous savez que dans votre liste U, vous avez 4 termes. Ça peut être utile pour faire varier un index de manière à ce qu'il effectue une opération sur chacun des termes de la liste. Ensuite, on peut faire une liste de listes. Par exemple, tout à l'heure, on pouvait imaginer que U, c'était un vecteur. Alors je l'aurais écrit en 3 dimensions, un vecteur UX, UY, UZ, par exemple, 1, 2, 3. D'accord? Mais on peut aussi faire une matrice. Une matrice en mathématiques, c'est une liste à 2 dimensions. À ce moment-là, on va tout simplement taper les choses de la manière suivante. Donc on va taper une liste dans laquelle on aura une autre liste qui sera par exemple 1,2,3. Ça c'est mon premier terme. Je resépare par une virgule et je mets mon deuxième terme, 4,5,6. Voilà, et je n'oublie pas de fermer. Et j'ai accès ici à la liste V, qui est donc une forme de matrice. Voilà qui peut être très utile. Voilà ce qu'il faut savoir en gros sur les listes. Je peux terminer, oui, en spécifiant qu'on peut bien sûr accéder dans le cas d'une liste à 2 dimensions, si par exemple je veux avoir accès à ce terme-là. Étant donné que cette liste est l'indice 0, ça ce sera l'indice 1. Voilà. Et si je veux accéder à la valeur 6, ça c'est l'indice 0, 1, 2. Donc je peux cumuler les indices ici. Voilà, et avoir l'accès à un élément en particulier. J'ai oublié également de spécifier qu'une liste n'est pas forcément composée de réels. Elle peut tout à fait être constituée de chaînes de caractères avec la même propriété que tout à l'heure. 4. Voilà, je peux créer une liste de cette manière. Et je peux là aussi utiliser les indices pour avoir accès à la lettre de bonjour, par exemple le N. Je vais utiliser l'indice 0 parce que c'est le premier élément de ma liste. Et puis après, je vais utiliser l'indice 0, 1, 2 pour accéder au N. Voilà. Par contre, attention, là, la chaîne de caractères, le N ne peut pas être modifié. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les listes. On a vu principalement les outils principaux et notamment la fonction append et la fonction len. Maintenant, un autre point sensible, c'est l'interaction entre les variables et les fonctions, et notamment la notion de variable globale et locale. Alors comment ça fonctionne? J'ai défini ici une fonction qui consisterait par exemple à incrémenter de 3, à compter de 3 en 3. Donc comme on ne l'a pas encore vu, j'explique qu'une fonction, ça se définit, d'accord? Ensuite, on va effectuer des choses, et pour cela, on va bien respecter l'indentation, parce que tout ce qui est sous l'indentation va concerner la fonction. Et puis, ensuite, il ne faut pas oublier d'appeler la fonction. Ici, ça n'est que sa définition. Alors, dans un premier temps, on peut se dire, je vais tout simplement incrémenter une variable, a égale a plus 3, pardon. Voilà, et puis je vais lui demander d'imprimer a. Alors, je vais quand même lui donner la valeur de a au préalable, par exemple 10. Et je lance. Là, il m'indique que ce n'est pas possible. Alors pourquoi? Que la variable est référencée avant d'être utilisée. Pourquoi ça n'est pas possible? Parce que il faut bien comprendre que lorsque vous travaillez dans une fonction, ici, en fait, vous travaillez localement. Ça veut dire que vous faites un travail local et en aucun cas, ce que vous faites ici ne doit affecter l'extérieur. D'accord? Ce serait trop dangereux. Alors, il existe une méthode pour le faire. Je vais quand même vous la montrer, même si elle est fortement déconseillée. Si on tape ici global A, à ce moment-là, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est un
un passe-droit en quelque sorte, c'est-à-dire que dans la fonction, on l'a autorisé à modifier la variable globale. Ça, attention, j'insiste bien, c'est fortement déconseillé, donc à ne pas faire. Hein, les programmes officiels le stipulent, à ne pas faire, c'est trop dangereux. Donc on va faire d'une autre manière. L'autre manière, ça consisterait à faire une fonction qui s'applique à quelque chose. C'est-à-dire qu'on va l'appeler non pas a, mais variable ou var. Du coup, nous ce qu'on voudrait, c'est que ça incrémente la variable de 3. Voilà. Et du coup, ici, on lui demanderait d'imprimer la variable. Donc si je fais ça, alors je m'aperçois que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai appelé ma fonction incrémentée ici, j'ai oublié de stipuler à quoi je voulais l'affecter. Et ici, il ne faut pas que je mette var qui était un terme générique, il faut que je lui demande d'appliquer cette fonction à a. D'accord? Et donc, en effet, j'ai bien la valeur 13. Donc on se dit, ça fonctionne. Simplement, regardez ce qui se passe. Si je tape print a, en plus de l'impression que j'avais ici, voilà, on constate qu'en fait, j'ai bien imprimé la variable locale, ici, mais qu'à aucun moment, à nouveau, je n'ai modifié la variable globale. C'est-à-dire que j'ai appliqué la fonction, mais ça n'a pas modifié la variable a. Il faut donc retenir qu'une fonction, elle fait quelque chose, mais elle ne doit pas affecter ce qui est d'accès général dans le programme. Ce serait trop dangereux. Alors, comment fait-on pour s'en sortir? Eh bien, on utilise le résultat de la fonction. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je peux tout à fait mettre b égale le résultat de la fonction. Voilà, par exemple, j'utilise le résultat. Mais pour utiliser le résultat, je dois rajouter quelque chose ici. Je dois lui spécifier qu'elle doit retourner quelque chose. Elle ne doit pas juste faire quelque chose, elle doit retourner quelque chose. Et là, en l'occurrence, elle doit retourner la variable. Je peux enlever l'affichage, j'en ai pas besoin. Donc ici, en clair, j'ai fait une fonction qui incrémente la variable de 3, qui la retourne pour pouvoir être utilisée et être affectée dans une autre variable. À ce moment-là, regardez, donc on va quand même afficher la variable a pour voir ce qu'elle est devenue. Ici, on s'aperçoit que j'ai a qui est toujours inchangé, il est égal à 10, c'est normal, la fonction ne doit pas affecter ma variable. Par contre, j'ai la possibilité d'utiliser le résultat de mon incrément dans une autre variable. Donc ça, après, je peux utiliser b comme je le souhaite. Voilà, donc j'espère que vous avez compris cette notion qui est assez complexe. Je répète, ne pas utiliser la notion de global, qui est possible. Privilégier l'utilisation d'arguments de la fonction, en ayant en tête que même en utilisant cet argument, ça ne va pas modifier votre variable globale, et donc il faudra utiliser une autre variable, si vous le souhaitez, comme le résultat de votre fonction. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la notion de variable globale, locale, et l'utilisation d'une variable en tant qu'argument.